Donc ça, c'est deux mots pour vous dire que je vois un impact. J'ai vu très récemment un impact super concret du rayonnement et de l'impact d'un réseau où les gens apportent leur talent et le mettent au service du bien commun et au service juste de gens qu'ils connaissent ou auxquels on peut faire appel. Et ce qui m'amène à mon deuxième point, alors qui est là plus un témoignage personnel, d'un mot que tu as prononcé tout à l'heure, qui est le mot du talent. Et j'ai vu que sur le petit mémorandum de ce qu'on est censé se poser comme question tout à l'heure, il y a quel est ton ou tes talents. Bon. Et ben, j'aimerais juste vous dire en deux mots pourquoi, à mon sens, cette question tombe à point nommé et est très importante. C'est celle qu'on utilise aussi quand on cherche des talents pour la GSE, mais c'est la seule question que moi je pose en entretien. Au bout d'une centaine d'entretiens, j'en ai eu marre de me réinventer chaque fois, donc je pose une seule question, et je pose toujours la même question, quel est ton talent? Et je vous explique pourquoi je pense que c'est quelque chose qui est primordial. Il y a de ça une vingtaine d'années, quand j'ai quitté les bancs des écoles, j'ai commencé une carrière dans le monde de la finance. William, il faudra que tu m'arrêtes d'ici une heure, parce que comme je suis assez bavard, je pense que tout le monde va défaillir si on ne dîne pas avant. Non, il y en a pour 5 minutes, je vous rassure. Il y a 20 ans, en quittant les bancs des écoles, j'ai rejoint un groupe financier où j'ai fait d'audit. Je suis rentré avec une promotion, vous voyez sûrement ce que c'est, on était sûrement 20 ou 30 à rentrer dans un grand groupe. Et on se suit, les 20 ou 30, dans des départements différents, mais on se retrouve régulièrement. Et on progresse sur des missions. 1 an, 2 ans, 3 ans. Au bout de la 4e année, je commence à me rendre compte que, étonnamment, mon développement ne suivait pas exactement le développement des meilleurs de la promo, voire même de la majorité de la promo. Alors je m'en suis un peu étonné, puis je me suis dit, en fait c'est des Anglais, je suis français, ils comprennent pas, il y a un problème de culture. Puis je me suis dit, de toute façon j'ai mieux à faire, la vie c'est autre chose que ça. Et je suis parti voyager pendant 6 mois en essayant de faire refaire un voyage un peu à la Guy de la Rigaudie en Mongolie. J'ai fait ça pendant 6 mois, je suis revenu, je me suis remis à travailler 2 ans, et j'ai fini par me dire, mais en fait je suis vraiment en train de décrocher par rapport à ma promo, ça va pas, il y a un problème. Pourquoi est-ce que je ne suis pas reconnu ou valorisé? Donc je me suis dit, de toute façon, c'est pas le métier que j'ai envie de faire. Je vois là-bas un métier qui gagne un peu plus. Je vais changer de métier et je suis parti dans un fonds d'investissement. Je suis parti dans un fonds d'investissement et j'y ai passé 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis un matin de décembre, un lundi matin, a commencé pour moi une semaine un peu spéciale puisque dans la même semaine, mon appartement a brûlé et j'ai été licencié. Alors j'ai pris ça comme un signal faible, comme on dit en tech, un signal faible de la Providence, évidemment, que peut-être qu'il ne fait plus que je reste en Angleterre et que j'ai plus grand chose à y faire. Et donc comme je me fiançais et que j'allais me marier bientôt, on a un peu changé nos plans avec ma fiancée, au lieu de s'installer en Angleterre, on a décidé de s'installer en France. Et donc je suis rentré en France chercher du travail, mais je me suis quand même posé la question, pendant mes 6 mois que j'ai mis à retrouver du travail, mais pourquoi est-ce que c'est moi qui ai été licencié alors qu'on était quand même 3 à se arriver en même temps dans le fond? Et les autres, ils sont restés. Alors certes, il y avait des enjeux, le fonds avait perdu pas mal de valeur, mais tout de même, j'étais un peu étonné. Vexé, pour le long terme. Et je commençais à poser des questions. Et puis j'ai trouvé un travail dans un autre fonds en France, et je me suis bien investi, j'ai commencé à travailler 1 an, 2 ans, 3 ans, je crois que vous voyez où je veux en venir. Et là, j'ai commencé à voir les mêmes signaux que ce que j'avais vu dans les 2 jobs précédents, que ça allait pas très bien, que je faisais pas des étincelles, que j'étais loin d'être le meilleur de la classe. Enfin, dans la classe, on était 3, hein, donc c'était assez facile. Mais j'étais vraiment ni le premier ni le second. Et j'ai commencé à me poser des questions, à me dire, mais est-ce que vraiment je suis plus bête que les autres? Est-ce que je suis pas adapté pour mon travail? Enfin, pourquoi? Enfin, il n'y a pas de raison. Moi, j'ai autant envie que les autres, mais visiblement, ça ne donne rien, quoi. Et là, c'est mon épouse qui m'a dit, non, non, je t'assure, tu n'es pas bête. J'ai confiance en toi. Cherche. Et encore une fois, la providence, en tout cas avec ma foi, c'est exactement comme ça que je le lis. J'ai fait une chose à ce moment-là que je n'avais jamais fait dans ma vie, enfin dans les 10 années précédentes, j'ai été à une conférence. Alors encore plus improbable, c'est une conférence de l'Assos Cato des anciens de mon école que je n'avais pas ouvert un seul mail depuis 10 ans. Mais étonnamment, ce soir-là, j'ai été à la conférence. Je rentre dans l'amphi, je m'installe, arrive le conférencier que je ne connaissais ni d'elle ni d'Adam, et qui dit « Ce soir, nous allons faire un exercice ensemble ». Bon, assez naturellement, je me lève pour sortir, parce que l'exercice de groupe, je pense que c'est peut-être comme vous, mais je suis vraiment pas à l'aise. Manque de bol, il y a des gens assis à droite, à gauche dans l'amphi, donc j'étais coincé. Je suis resté assis,
Et le conférencier a commencé à parler sur le management. Alors, c'est un peu étonnant, je me suis dit, pourquoi suis-je venu à une conférence sur le management alors que dans mon job, je ne manage personne et j'ai fait 0 management depuis 10 ans. Et j'ai écouté. Et en fait, son propos, certes, était tourné vers le management, mais au fond, son propos, c'était de dire, personne n'a jamais été brillant et développé une belle carrière, une carrière satisfaisante, en cherchant à combattre ses défauts, en cherchant à s'améliorer là où il était moins bon. Toutes les personnes, alors briller n'est pas le bon terme, mais qui s'épanouissent dans leur carrière professionnelle, sont en général des personnes qui ont su trouver leur talent et qui l'ont utilisé à bon escient, au bon endroit, dans le bon environnement. Alors, ça ne va pas sembler totalement bête comme propos, mais alors, la question qui s'ensuit, c'est évidemment, ok, alors quel est mon talent? Et jusqu'à présent, il n'y a que ma femme qui croit que j'en ai un, donc c'est pas si simple que ça. Et le conférencier nous a dit, pour trouver votre talent, j'ai ouvert grand mes 2 oreilles, essayez de répondre à la question, quand est-ce qu'on vous a dit que ce que vous faites est exceptionnel? Quand est-ce qu'on vous a dit que ce que vous faites est exceptionnel? Alors, et lui, son exercice de groupe de la séance, c'était de reprendre toute notre vie professionnelle, de la relire pendant sa conférence, année après année, et puis sortir de là en essayant d'avoir trouvé 1 ou 2 fois où on nous a dit que ce qu'on a fait est exceptionnel. Bon. Je suis sorti de la conférence, 0. Je dis, à aucun moment on ne m'a dit ça dans aucun de ces 4 postes. Bon. Je suis rentré à la maison, j'en parle à mon épouse, et je passe 3 mois à relire tout mon passé et à me dire, ben voilà, vraiment, je rentre en détail, je repars à mes 18 ans, alors j'ai mes premiers stages, quand est-ce qu'on m'a dit que je faisais quelque chose d'exceptionnel? On ne me l'avait jamais dit. En tout cas, dans le monde professionnel, j'ai l'impression qu'on ne me l'avait jamais dit. Alors on m'a conseillé de dire, bah, regarde en dehors du monde professionnel, on ne sait jamais. Regarde autre chose. Alors j'ai regardé en dehors de ça, qu'est-ce que j'avais fait. Et là, j'avais été chef de troupe à Port-Marly pendant 2 ans, et j'avais fait ce fameux voyage pendant 6 mois en Mongolie, un peu à la Guy d'Arigodi, en mode raid d'aventure. Et là, effectivement, en y réfléchissant, que ce soit le chef de groupe, les parents, la maîtrise de l'époque, les CP, ou les gens qui m'avaient suivi pendant mon voyage, me disaient, bah là, ce que tu as fait, objectivement, ça sort de l'ordinaire. Je me suis dit, ok, alors qu'est-ce que ça veut dire? Certes, c'est pas dans le contexte professionnel, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Concrètement, le scoutisme, ce qui avait été assez marquant, c'était la maîtrise. Le fait qu'elle était soudée, alors que très variée en termes d'origine des chefs, et le fait que ça s'était particulièrement bien passé avec toute la HP également. Donc, je me disais qu'il y avait une dimension management qui semblait ressortir de là, et puis une dimension évidemment liée à l'action et à la prise de risque. Que ce soit le voyage ou le scoutisme, les deux étaient faits avec une dimension d'action et de prise de risque. Et donc je me suis dit, bon ok, donc si je devais discerner un talent, potentiellement du management, mais j'en ai jamais fait, j'aime bien avoir les mains dans le cambouis, au prof comme au figuré, et j'aime bien la prise de risque, ça m'amuse. Bon. Et puis là, j'ai commencé à regarder le travail dans lequel j'étais depuis 10 ans. C'était un travail qui, en ce qui me concerne, on avait 0 management, 0 action, parce que mon travail consistait à regarder l'action des autres et à jauger, à la noter, à voir si c'était bien ou pas bien ce qu'ils faisaient eux. Mais c'est eux qui faisaient, c'est pas moi qui faisais. Moi je jugeais, je notais, et il faut que j'ai un jugement critique dessus. On me demandait un jugement, mais pas de faire. Et 3e point, moi, mon métier était de prendre le moins de risques possible. C'était de diversifier les risques au maximum et de surtout pas en prendre. Donc j'ai regardé ce que je pensais de mes compétences et le métier dans lequel j'étais, je me suis dit, finalement, c'est peut-être pas complètement une coïncidence si tous ces jobs-là, j'ai fini avec le même post-it sur le front de médiocre, pour pas dire nul. Et puis j'ai commencé à me rendre compte de ce cercle vicieux qu'il y avait de... en fait, j'étais pas complètement à la bonne place, donc j'étais pas particulièrement motivé. J'étais sérieux, mais pas particulièrement motivé. Je prenais pas forcément des initiatives incroyables. Donc j'en retirais pas une reconnaissance forte. Donc j'étais encore moins motivé, donc moins d'initiatives, moins de résultats. Enfin bref, vous voyez le cercle vicieux. À la fin, effectivement, je finissais avec le post-it mauvais sur le front. Alors, vous avez compris que, fort de cette compréhension de quel était potentiellement mon talent, je me suis dit, cherchons un job où je puisse les exercer. Donc je veux du risque, du management, et ça ne me dérange pas de nettoyer les toilettes le matin, et faire des entretiens d'embauche et de lever des fonds l'après-midi. Moi, j'aime bien être les mains dans le cambouis. Entrepreneur, ça me semblait répondre à ça. Donc j'ai créé une boîte, et il s'est trouvé que j'ai beaucoup de chance avec à la fois les gens avec lesquels je l'ai fait et le contexte dans lequel j'ai pu le faire, et ça s'est plutôt bien passé.
Et là, j'ai vu quelque chose qui m'a autant étonné que le cercle vicieux dans lequel j'étais avant. C'est que les gens commencent à dire « Ah, mais ce que tu fais, Philippe, c'est incroyable, la boîte se développe super bien, ce que vous faites en tant que personne est incroyable. » Je disais « Mais non, mais attendez, pour moi, c'est aussi déconnecté de la réalité que ce qu'on m'a disait avant en me disant « T'es nul. » En fait, oui, là, je suis dans un cercle vertueux où je faisais quelque chose que j'aimais avec un talent. En tout cas, j'utilisais mon talent pour faire ce que j'aime. Comme j'utilisais mon talent, j'avais des résultats. J'avais des résultats, j'étais encore plus motivé, j'avais de la reconnaissance. Donc, je prenais des initiatives, j'avais des résultats, etc. Et ça m'a amené à me dire, mais à me dépasser et à faire que le pote marche. Et donc, j'ai compris que la même personne, strictement la même personne, est passée du clan des nuls au clan des entrepreneurs qui réussissent. Alors que dans la réalité, je pense que je suis ni nul, ni un super entrepreneur. Je suis juste normal, mais j'ai eu la chance de pouvoir identifier mon talent à 30 ans passés et à le mettre en œuvre dans le bon environnement avec plein de facteurs qui ont aidé également. Et donc tout ça pour vous dire, et je m'en tiendrai là promis, je ne vais pas sur les chapitres 4, 5 et 6, tout ça pour dire qu'en fait, on parle de talent ce soir, on se pose la question, mais toi, quels sont tes talents? Cette question-là, c'est la seule question que je pose en entretien, en fait, parce qu'au fond, c'est la seule question qui, je pense, je ne sais pas que c'est celle qu'il fallait poser ce soir, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais par contre, je pense que cette question-là est hyper importante. Parce que c'est ça qui permet de se dire, en fait, est-ce que vraiment je peux contribuer dans cette société, dans cette entreprise, dans cette association, dans ce monde-ci, à la hauteur des talents que le Seigneur m'a donnés. Voilà. Je vous remercie. Bonne soirée.